Alors, première question, quel est l'apport de la BPI? Est-ce que vous êtes déjà en ordre de bataille et est-ce que les missions du FSI d'investir et de OSEO d'aider à la création sont toujours disponibles? Alors oui, BPI France, c'est aujourd'hui concret. On a d'ailleurs ouvert avant-hier, je crois, les locaux parisiens à Maison-Alfort. Dans chaque région, Nicolas Dufourcq ouvre avec les conseils régionaux chacune des délégations de BPI France. Alors, donc c'est concret, et BPI France, en fait, c'est le constat qu'aujourd'hui, il y a deux univers qui ne se parlent pas suffisamment dans le monde du financement de l'innovation. C'est le monde du financement, et en particulier, effectivement, sur l'innovation, de l'aide à l'innovation, et le monde des fonds propres. Hein. Et on a souvent constaté, en particulier en France, ce qu'on appelle la vallée de la mort, où des belles entreprises ont commencé à avoir des technologies, un début de modèle économique, et ont du mal à trouver des fonds propres, et ont du mal à souvent, du coup, aussi aller à l'export. Et donc BPI France, c'est justement cette idée de dire, en rapprochant plus fortement ces métiers dans une logique client, c'est-à-dire vis-à-vis des entrepreneurs, vis-à-vis des entreprises, en leur parlant avec une voix plus unifiée entre les différents métiers du financement, de l'aide à l'innovation, de l'investissement et de l'export avec l'entrée dans l'écosystème de BPI France, du Bifrance, à ce moment-là, on pourra être plus efficace pour donner une réponse globale aux entrepreneurs et sortir de cette spirale. Alors pour répondre plus directement à votre question, oui, on va évidemment continuer à investir fortement dans les entreprises et plus spécifiquement dans l'innovation. Il se trouve que dans la division innovation que j'ai la chance de diriger, justement ces deux métiers de l'aide à l'innovation et du capital risque sont rapprochés au sein d'une même direction, justement là encore pour accélérer ce passage entre ces deux univers. Et donc on va continuer à investir évidemment dans le numérique. C'est déjà le cas, hein, je faisais le constat. On a trois grandes priorités en fait dans l'innovation aujourd'hui dans BPI France. C'est évidemment le numérique, j'y reviendrai, tout ce qui est autour de la santé et des écotechnologies et tout ce qui est autour de la transition énergétique. Bon, et le numérique représente un tiers de ces investissements, à la fois en termes d'aide à l'innovation et à la fois en termes d'investissement, sachant qu'il a fortement cru évidemment les dernières années et qu'il aura probablement encore une croissance dans les années à venir. Pour donner quelques ordres de grandeur, le numérique, ça représente presque 200 millions d'euros chaque année qui sont, j'allais dire, injectés dans l'aide à l'innovation, soit sous forme d'avance remboursable, soit sous forme de prêts bonifiés pour que les entreprises le remboursent quand le projet a réussi, soit de programmes collaboratifs, on y reviendra, mais cette logique de filière dont on parlait tout à l'heure, c'est un enjeu très fort pour obtenir des tailles critiques. Et donc voilà, à peu près 200 millions d'euros dans la partie aide à l'innovation. Et puis dans la partie fonds propres, on vient lundi de renommer avec Fleur Pellerin le fonds qui s'appelait FSN PME en ambition numérique, ce qui est quand même un peu plus vendeur, qui est un fonds de 300 millions d'euros en co-investissement, qui a investi déjà dans beaucoup de sociétés numériques, une quinzaine, il a à peine 18 mois. Et ce fonds, il a vocation à aider le secteur, j'allais dire, privé et le capitaux risqueur à aller dans des entreprises, en particulier quand la prise de risque, parce que le capital souhaité par l'entreprise est un peu fort et que donc ils ont besoin d'un appui. Et puis on est en train de réfléchir par ailleurs à des fonds beaucoup plus importants, en particulier dans des entreprises qui ont besoin, et c'était le travail qu'avait commencé le FSI, de capitaux significatifs quand elles commencent à marcher. Des entreprises, on a vu Deezer, on a vu Criteo, on a de très très belles entreprises. Dailymotion a été un de ces premiers exemples. On a parfois besoin d'investir plusieurs dizaines de millions d'euros. Aujourd'hui, il n'y a pas d'outils privés suffisamment solides pour faire ce type d'investissement en France. Et donc, on veut être capable d'être présent dans ces entreprises qui souhaitent garder un pied fort en France pour accompagner le secteur privé dans ces domaines-là. Peut-être pour préciser un tout petit peu, 200 millions sur le numérique, mais plus particulièrement à la fin, le numérique c'est vaste. Est-ce qu'il y a des secteurs plus particuliers d'investissement? Puis une question enfin, corollaire, vous êtes en train de remettre en ordre le dispositif au niveau national. Est-ce qu'il n'y a pas une chose à faire pour rendre les choses plus lisibles au niveau décentralisé? Parce qu'entre les pôles de compétitivité, les incubateurs, les pépinières, etc., enfin, ce n'est pas forcément toujours facile de s'y retrouver.
Alors, pour répondre à la première question, effectivement, sur les priorités. Oui, il y a un certain nombre de priorités qui sont, j'allais dire, assez claires, en particulier sur des sujets comme le cloud, le big data, des sujets comme toutes les transitions, le e-learning, tout ce qui est e-santé. Clairement, on ne veut pas non plus être trop précis, entre guillemets, même si, encore une fois, on a ces axes de priorité. Le sujet pour nous, c'est vraiment de pouvoir être là quand il y a des besoins de capitaux. On parle de l'Internet des objets qui est une grande priorité. Il y a parfois besoin de capitaux importants, puisque pour faire un objet connecté, il faut parfois 2-3 ans avant de commencer à le vendre. Et le retour sur investissement est assez long. Et donc, le capitaux-risqueur, il préfère souvent investir dans une boîte de e-commerce qui a moins besoin de capitaux et qui a moins de risques. Et donc, nous, on est là pour, j'allais dire, limiter sa prise de risque d'une certaine façon ou l'accompagner là-dessus. Donc, voilà, une doctrine sur des sujets de numérique qu'on a identifiés, sur en particulier les endroits où le privé, les capitaux risqueurs ont moins tendance à aller pour les accompagner. Et puis, sur ta deuxième question, alors effectivement, c'est un monde extrêmement que je découvre, puisque j'arrive depuis quelques semaines. C'est un monde effectivement extrêmement vaste, avec des pôles de compétitivité nombreux, même s'il y en a aujourd'hui 18 mondiaux qui sont probablement les plus structurés autour de thématiques assez claires. Il y a beaucoup d'investissements des régions dans cette aide à l'innovation aussi, et donc on peut avoir le sentiment effectivement d'une dimension un peu brownienne. Je crois que d'abord, premier élément, clairement, inversement, je ne crois pas que l'innovation, ce soit un domaine où on puisse faire un Gosplan comme on a pu l'imaginer il y a 20 ans. Je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives. Il faut vérifier effectivement qu'elles ne soient pas en compétition trop fortement. Et il y a une grande proximité justement entre BPI France et la dimension extrêmement régionale de BPI France et les conseils régionaux. La plupart des aides que nous accordons sont faites en partenariat avec les conseils régionaux et on est en train de bâtir 22 plans avec chacune des régions pour être sûr d'être plus efficace, de bien savoir où les uns interviennent, où on intervient ensemble et comment on peut être complémentaires. Et puis, je crois qu'il y a le rapport Bella-Tambourin qui vient de sortir justement sur les grands axes de l'innovation qui va guider le plan du Premier ministre qui sera annoncé probablement mi-juillet et qui lui aussi donne quelques axes avec une volonté de simplification. Je pense qu'on a aussi à BPI France notre travail un petit peu de lisibilité et de simplification. Quand on crée une entreprise comme ça, en fusionnant, c'est aussi l'occasion de se reposer quelques bonnes questions sur la lisibilité des produits et la simplicité vis-à-vis du client. Est-ce que des sociétés numériques plutôt, j'allais dire, agiles et déjà rentables comme Webedia, avec une bonne idée, enfin, vous pourrez nous parler de Webedia, pourquoi est-ce qu'ils se tournent vers des investisseurs privés comme vous ? Webedia, c'est une entreprise qui a été créée en 2008 par 2 personnes, Cédric Siré et Guillaume Multrier. L'idée pour Webedia, c'était d'avoir en fait 2 socles, 2 métiers. Le premier, c'était d'investir dans des verticaux de contenu et de publier des sites, dont Pure People, Pure Media, qui est un de vos partenaires ici, Pure Shopping. Donc il y avait déjà une volonté d'aller sur des thématiques qui n'étaient pas encore très présentes sur l'Internet, dont les people, par exemple, puisqu'il y avait un grand disconnect entre la presse écrite et rien sur le net à l'époque où ils l'ont créé. Et le deuxième métier de Webedia, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le brand content, le fait d'accompagner les marques et les entreprises qui se tournent vers leur communauté de clients, les communautés externes, vers la capture et la présence sur le digital. Le fait de pouvoir les accompagner et de les aider à trouver une part de voix digitale pour donner des messages et des contenus qui finalement génèrent un taux de transformation vers les sites corporate qui sont moins fréquentés et bien sûr vers de la vente in fine. Donc 2008, 2013, Webedia avait commencé un petit peu une démarche d'internationalisation. Ils ont ouvert notamment au Brésil, il y a 30 personnes à Rio, et toujours avec ces mêmes verticaux, ils ont déjà 6 millions de visiteurs uniques après 9 mois, soit beaucoup plus rapide encore que les 12 millions de visiteurs uniques qu'ils ont en France après 5 ans. Donc c'est eux qui finalement avaient, avec leurs fonds, qui les avaient accompagnés, il n'y avait pas la BPI à l'époque, il y avait quelques fonds, et ils avaient décidé de plutôt ouvrir leur capital. Et nous sommes entrés en contact parce que j'ai entendu parler de Webedia, ayant fait Terra Femina TF
l'AFCO, qui avait un petit peu cette, en beaucoup plus petit, puisque j'avais investi à titre personnel et dans mon coin, si j'ose dire, avec aussi un vertical, Terra Femina, mais aussi avec du conseil, pas sur des brand content, mais plutôt sur de la partie d'animation de communauté digitale interne aux entreprises. Donc il y a eu une rencontre à ce moment-là. Et dernier élément du puzzle, Fimalac, puisque c'est Fimalac qui va et qui a racheté à la fois Terra Femina et Webedia, de son côté, n'était pas du tout présent dans le digital, était présent dans les agences de notation, donc rien à voir avec le digital et le numérique, mais sous l'égide de Marc de la Charrière, qui est un être assez éclectique, avait commencé à prendre des participations dans des tourneurs de spectacles, dont Johnny par exemple, pour ne parler que de lui, et avait donc commencé à se dire que du côté du divertissement, c'était peut-être pas mal de réfléchir à un pôle dit d'entertainment, avec d'une part des participations dans des tourneurs de spectacles et d'autre part, pour compléter la chaîne, être dans la distribution. Et Fimalac a racheté Vega, qui est une société qui a 35 salles de spectacle qui sont des petits zéniths en province. Sur ces entrefaites, Webedia est apparu comme pouvant apporter une brique supplémentaire dans la création de valeur, et ça faisait un lien. En dehors du fait que c'était intéressant d'aller sur des nouveaux métiers, notamment d'accompagnement des marques vers ces parts de voix digitales, il y avait un sens, il y avait une vraie valeur, ajouter une brique un petit peu marketing et diffusion un petit peu billetterie, on va voir comment on organise tout ça, entre les artistes qu'on accompagne et la distribution avec les salles. Et entre les deux, pouvoir faire du marketing en ligne, pour pouvoir ajouter un lien de vente, bénéficier de tous ces visiteurs uniques qui viennent sur les sites de Webedia, ça avait vraiment un sens. Et donc, il y avait, dans le cadre de ce pôle de divertissement, une brique de création de valeur qui était intéressante. Donc, c'est comme ça que Fimalac et que nous toute l'équipe, a réfléchi l'acquisition de Webedia. Ça veut dire que pour vous, demain, sur Internet, il y a une limite aux ressources qu'on pourra en tirer en termes de publicité classique, et que donc la voie du succès, c'est plutôt de monétiser par des voies de e-commerce ou proches. Les voies du succès dans l'Internet incitent à beaucoup de modestie, parce que j'ai l'impression qu'on est dans un monde de pirates où dès qu'on peut vous parler des plateformes, c'est à la dernière qui va siphonner les revenus de la précédente. Donc on est en permanence dans le fait d'avoir à rebattre les cartes pour savoir comment capturer les revenus. Ça fait longtemps déjà qu'on se dit que la publicité sur l'Internet, c'est un univers qui n'est pas fini, mais qui n'est pas non plus infini, et qu'il faut, et c'est vrai que le fait d'aller vers du conseil, vers du e-commerce, ça fait déjà longtemps que beaucoup d'acteurs en ont pris conscience et se sont acheminés vers d'autres façons de capturer les revenus sur le numérique que juste la publicité. Donc en effet, cet alignement des planètes, si j'ose dire, pour Fimalac à un moment donné de son développement, c'était bien ça, c'est-à-dire essayer d'être sur les nouveaux métiers, qui sont notamment l'accompagnement des marques pour aller sur des territoires de messages et de contenu, parce que beaucoup va vers le contenu et sur des contenus qui sont sans doute plus qualitatifs, et ça fait longtemps déjà qu'on a migré des simples bannières et de la publicité classique à des messages qui sont plus sophistiqués, à de la curation, à beaucoup plus de qualitatif en termes de contenu. Et c'est vrai que c'est une façon de répondre à cette recherche de la performance et de la création de valeur sur le numérique. Dans le groupe Canal+, vous exposez les vidéos sur les nouveaux supports et sur les nouveaux devices. Quelle, j'allais dire, innovation vous apportez au sein du groupe Canal+? Alors le groupe Canal+, pour démarrer un peu un résumé de l'écosystème digital, on se positionne sur un certain nombre de sites, donc canalplus.fr, Canal Street D8, D17, un certain nombre d'applications qui sont soit des applications de consommation comme Canal Touch avec le live et la VOD, ou des services du type contrôle de sa télé par le biais de sa tablette, qui sont très populaires chez nos abonnés. On se positionne aussi sur un écosystème digital assez riche sur les réseaux sociaux avec plus d'une centaine de pages et
20 millions de fans. Alors, ils ne sont pas dédupliqués, donc il n'y en a pas 20 millions en tout, mais sur toutes nos pages, notre centaine de pages, il y a 20 millions d'abonnements qui suivent nos actualités par ce biais-là. Il y a plus d'1 million de followers sur Twitter, donc on est déjà sur une plateforme de diffusion plutôt riche et surtout très engagée, parce que ce qu'on se rend compte au sein de la marque Canal et maintenant des marques du groupe qui sont des 8 et des 17, c'est que les personnes qui sont nos spectateurs ou qui sont nos audiences aiment converser avec nous, aiment s'abonner à nos pages, nous suivent de manière très active sur les réseaux sociaux, et que pour nous, ça devient une opportunité de les engager de manière plus riche autour d'applications un peu plus complexes qui ont vu le jour depuis un peu plus d'1 an, qui sont les applications second écran. Et pour moi, l'innovation sur laquelle on travaille en ce moment de manière assez assidue, c'est arriver à proposer une expérience riche sur le second écran pour nos téléspectateurs, que ce soit les spectateurs des chaînes gratuites ou du clair de Canal, ou les abonnés, pour arriver à valoriser leur abonnement. Alors une expérience riche, c'est un peu plus que des flux Twitter et de l'information programme qui viendrait de IMDb ou de Wikipédia. Ça, tout le monde peut le faire. Nous, on se pose vraiment la question en tant que diffuseur de la valeur ajoutée qu'on peut apporter à cette expérience de second écran qui donc se vit sur les tablettes ou sur le mobile ou sur le web en même temps que les émissions passent à la télé. On voit une pléthore d'applications de ce genre dans tous les pays, notamment en Angleterre et aux États-Unis, qui sont assez génériques, qui couvrent toutes les chaînes et qui ont des dimensions éditoriales finalement assez faibles. Et du coup, nous, on s'est vraiment posé la question de la richesse éditoriale de l'application, d'une part, et d'une deuxième part, de ce que l'utilisateur, donc le téléspectateur dans ce cas présent, pourrait vouloir avoir sur une application second écran. La première qu'on a créée en août dernier, c'était la Canal Football App, sur le principe de, voilà, j'ai un match de foot sur Canal qui est déjà très chargé en images avec plus de 25 caméras sur chaque match, qui est chargé aussi en statistiques, avec des statistiques qui s'affichent à l'écran à peu près toutes les 10 minutes, et qui a, on l'espère, la crème de la crème des journalistes et des consultants pour commenter ce match. Je suis fan de foot et je veux quand même avoir quelque chose en plus. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche évidemment la dimension sociale, la conversation autour du match de foot que je vais avoir sur l'application par le biais de flux Twitter curés, par le biais de flux Twitter un peu VIP, qui seraient les flux des équipes qui sont en train de jouer, plus de toute la presse spécialisée sur le sujet du foot et qui du coup a une vraie valeur éditoriale. La killer app qu'on a sur l'appli, c'est de s'être dit, voilà, on a 25 caméras sur un match, on ne va pas en rajouter plus et on ne peut pas toutes les montrer simultanément à l'antenne, ça donnerait un peu mal à la tête. Mais en revanche, l'utilisateur, le téléspectateur qui est fan de foot, qu'est-ce qu'il veut voir ? Mais il veut revoir les buts, il veut revoir les actions et il veut les revoir en utilisant toutes ces caméras. Parce que finalement, quand on est sur un match à l'antenne, on passe assez vite au match qui continue. Et une fois qu'on a joué un but avec un ralenti, on est passé à autre chose. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est profiter de cette installation technique qui sont ces 25 caméras et créer une timeline multicam qui permet de revoir en quasi temps réel, c'est-à-dire moins de 5 minutes après chaque action découpée, recordée sur ces 25 caméras, plus les ralentis, plus si vraiment c'est une énorme action, les commentaires des journalistes ou des consultants qui sont en train de regarder le match et qui dédient un petit commentaire sur ces actions. Et on voit, on l'a lancé en août, à la rentrée dernière, que cette application qui est maintenant disponible sur mobile et tablette a été téléchargée plus de 800 000 fois et a été utilisée à son pic d'audience par plus de 100 000 utilisateurs sur un gros match du dimanche. Donc il y a une vraie... on parle beaucoup des chiffres de 75% des gens qui regardent la télé font autre chose sur un second écran. Souvent ils parlent à leurs amis, souvent ils cherchent des infos. Donc on voit que 100 000 utilisateurs sur un match, c'est quand même une masse, un volume très important, avec un taux de satisfaction élevé, un taux d'usage élevé. Les gens l'utilisent en moyenne 90 minutes, donc en gros ils l'utilisent pendant tout le match, et on était assez content d'avoir trouvé une valeur ajoutée vraiment qui est pérenne, parce que les gens reviennent tous les week-ends, ou pas tous les week-ends, mais ils reviennent assez fréquemment sur l'appli. Et c'est ça le challenge en fait du second écran et notre rôle de diffuseur par rapport à ces objets-là, c'est d'arriver à créer une expérience enrichie
à la fois d'un point de vue contenu et évidemment avec une ergonomie très adaptée, parce que c'est quand même un challenge aujourd'hui d'arriver à faire des choses simples et utilisables par tout le monde sur le second écran, par rapport à nos verticales thématiques, par rapport à nos programmes forts. Et c'est quelque chose qu'on s'efforce de faire et qu'on va continuer à faire sur les émissions de la rentrée. C'est un challenge parce que par rapport à une activité digitale classique où on se positionne vraiment sur du temps réel, mais sur de la préparation des émissions en amont, sur du live tweet pendant les émissions, sur du replay après, avec une gestion de l'information qui est beaucoup plus légère en termes de ressources. Les gens de NPL vous le diront bien, quand on met en place un second écran, comme sur une conférence ici, avec des tweets, des sondages, des quiz, pendant une journée, ça demande des ressources dédiées importantes, ça demande beaucoup de préparation, ça demande beaucoup d'activités pendant l'événement. Et c'est ça qui est le plus complexe, en fait, une fois l'idée trouvée, à mettre en place, à organiser, en collaboration évidemment avec les unités de programme, et en regardant, en monitorant bien si on arrive à fournir des éléments qui sont intéressants pour les téléspectateurs qui, on le sait, demandent cet engagement, mais sont aussi très volatiles. Et s'ils téléchargent une appli, qu'ils y vont et qu'ils ont des éléments pas très intéressants, ils ne vont pas y revenir. Donc notre but, c'est vraiment d'arriver à les engager et aussi en tant que diffuseur, à arriver à maîtriser finalement ce second écran qui est très complémentaire du premier. Très bien. Sur les objectifs, si je vous dis que ça sert à fidéliser les abonnés, éventuellement à en conquérir et finalement à créer de la valeur en propre par de la monétisation publicitaire ou autre, vous allez me dire oui, les trois. Mais disons, par ordre de priorité aujourd'hui, c'est quelles sont encore une fois les priorités entre ces trois objectifs et peut-être les perspectives d'évolution? Je veux dire oui, les trois. D'abord, on a choisi, et en lançant l'appli sur le foot et plus récemment l'appli sur rugby, de privilégier nos abonnés. Et le foot étant un des leviers importants d'abonnement, ça nous paraissait être opportun de démarrer sur ce sujet-là. On n'a pas encore les résultats de lien entre les taux d'utilisation et le taux de satisfaction ou le taux le nombre de spectateurs qui regardent, le fait qu'en utilisant l'appli, est-ce qu'ils regardent plus de foot, est-ce qu'ils regardent plus longtemps, est-ce qu'ils sont plus satisfaits de l'abonnement. On n'a pas encore les retours là-dessus, mais je pense que ça va être en effet un des facteurs importants de satisfaction et qu'on va pouvoir monitorer plus précisément. Le deuxième aspect, je dirais, c'est l'engagement sur le gratuit pour qu'il y ait une résonance sociale et une résonance des spectateurs plus grande. Évidemment, on sait que pendant l'émission, plus on les engage sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, plus on leur pose de questions, plus ils répondent, plus on fait des hashtags un peu créatifs, plus on fait des systèmes de quiz, de sondages sur les séries notamment, plus il y a de bruit social. Et ça, on trouve que c'est important pour les émissions d'arriver pendant l'émission à générer un peu ce climax de diffusion. Donc, la deuxième priorité, ça serait vraiment d'enrichir les programmes du gratuit pour enrichir la notoriété de ces programmes et l'engagement des téléspectateurs. Et en dernier, le potentiel publicitaire de ces applications qui, en effet, je pense, est assez important dans la mesure où il offre une offre très, très complémentaire de la télévision, qui est plutôt un média de masse, avec une exposition de masse, justement, de ces marques, et la complémentarité du second écran qui permet sur des marques de l'interactivité, de l'engagement et du targeting plus précis que ce qu'on peut avoir sur la télévision. Donc une offre, je pense que dans l'avenir proche, une offre multi-écran pour un annonceur qui combine les avantages de la télé et les avantages de l'interactivité qu'on peut avoir à un second écran, et vraiment va naître et va exploser. Ouais. Sur la monétisation de l'appli Canal Football App, et moi j'avais envie très concrètement de dire aujourd'hui qu'est-ce que ça génère comme ressource, le numérique de Canal comme ressource en propre.
Aujourd'hui, encore une fois, comme l'appli Canal Football App est réservée aux abonnés, enfin la plupart des onglets de l'appli sont réservés aux abonnés, il n'y a pas d'intégration publicitaire. C'est quelque chose qu'on réfléchit à faire pour la rentrée, en la transformant en une application un peu freemium avec du contenu gratuit pour les prospects et du contenu réservé avec beaucoup d'images, toutes les images de match évidemment qu'on réserve à nos abonnés, et les parties notes du match, qui est une partie interactive qui fait fureur chez les abonnés, où pendant l'abonné on peut noter le match et noter tous les joueurs. Alors ça, c'est si on est vraiment fan. Et ensuite, pendant le débrief du match, pendant le Canal Football Club, on peut comparer la note qu'on a donnée avec la note globale de tous les abonnés et la note du panel d'experts avec Hervé Matou sur le Canal Football Club, qui eux-mêmes donnent leur note du match et donnent les notes des joueurs. Donc ça permet un peu de tester, de gamifier l'expérience de match de foot et aux téléspectateurs de tester leur connaissance du foot pour voir s'ils sont aussi bons dans leurs notes que les experts journalistes qui sont à l'antenne. Donc tout ça pour dire que sur la monétisation de l'appli Canal Football App, aujourd'hui on l'a vraiment réservé à nos abonnés, donc il n'y en a pas. Et en termes de ressources, c'est partagé avec les équipes des sports, et on a, si je me souviens bien, 3 personnes en cas régie qui sont dédiées à l'application, que ce soit pour le découpage des vidéos, l'animation de la timeline et les commentaires sur ces vidéos, et l'animation sur les réseaux sociaux et la remontée des statistiques. On a aussi un onglet statistique qui est très riche, qui jusqu'alors était réservé aux experts et aux journalistes en cas régie et dans les coulisses du CFC, que maintenant on met à disposition de tous les abonnés qui, encore une fois, quand ils sont vraiment fans de foot, peuvent regarder en temps réel toutes les stats de tous les joueurs, toutes les zones de chaleur sur le terrain, et comment se positionnent toutes les équipes de Ligue 1 et les évolutions des scores des unes et des autres en temps réel. Fabienne Fourquet, une question, tout ce travail d'engagement, vous parliez beaucoup d'engagement que fournit les nouveaux contenus au sein du groupe Canal. Pour le groupe Canal, c'est une des manières de se protéger de l'arrivée des plateformes over the top, qui seraient Netflix et Amazon, ou si elles arrivent, tout peut être balayé. Encore une fois, moi, je ne sais pas si on se protège ou si on a un objectif à la fois d'avoir plus de téléspectateurs et d'avoir des abonnés plus satisfaits. Donc aujourd'hui, si on a plusieurs écrans pour faire ça, si on a, comme vous le disiez très bien dans le titre de cette conférence, si on a les services et les plateformes qui permettent d'enrichir cette expérience-là, c'est notre rôle de diffuseur de le faire. Je pense que les nouveaux entrants sur le marché français, ils auront des problématiques complètement différentes. Nous, on est sur une problématique de télé en temps réel, de télé d'événements antennes qui continuent à avoir de la valeur et qui continuent à être suivis par des millions de téléspectateurs. C'est sur ces événements-là qu'on veut vraiment marquer le coup et avoir des expériences aussi riches que possible. Je pense que ça va être difficile de remplacer cette temporalité-là. On le voit bien sur les services à la demande qu'il y a un besoin d'éditorialisation et un besoin de créer des événements forts qui manquent en fait d'une antenne. Et du coup, on pense que enrichir l'antenne et créer des événements un petit peu immanquables associés à l'éditorialisation et le choix des meilleurs films, des meilleures séries ou des meilleures compétitions sportives permet d'offrir un environnement sur la chaîne Canal+, notamment, et sur les chaînes du groupe, qui aujourd'hui est très porteur de la valeur et très porteur de valeur, et à la fois sur le modèle publicitaire et sur le modèle d'abonnement. Là, vous expliquez bien comment on crée de la valeur autour des contenus et quand on maîtrise ces contenus. Et les intervenants suivants créent tous de la valeur autour des contenus, mais plutôt avec une approche, je dirais, plus technique ou technologique. Peut-être Christophe Muller d'abord autour de YouTube. Le mantra ou un des mantras du groupe Google et de YouTube, c'est de ne pas investir en direct dans les contenus, de ne pas devenir producteur. Et en même temps, vous êtes de plus en plus, ou vous devez être de plus en plus dans la création d'expériences riches pour vos utilisateurs. Donc comment est-ce qu'on y parvient quand, encore une fois, on ne maîtrise pas le contenu de base? Effectivement, aujourd'hui, je crois qu'il y a une valeur certaine dans le contenu, dans les œuvres, mais il y a aussi une vraie valeur autour de la fédération et l'agrégation de ces audiences. Fabienne parlait tout à l'heure de cet engagement.
Aujourd'hui, on le voit, la métrique clé, en tout cas sur la plateforme, sur YouTube, c'est le nombre d'abonnés, donc pas payant, hein, mais le nombre de personnes qui ont décidé de suivre votre chaîne YouTube, votre espace thématique, vous en tant que créateur. Norman a fêté la semaine dernière ses 2 millions d'abonnés, et aujourd'hui, ça devient vraiment la métrique clé. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on a observé, alors c'est vrai, plus aux États-Unis, mais c'est une tendance qui vient en Europe et en France, depuis 2-3 ans, l'émergence de sociétés qui bénéficient, qui font partie de cet écosystème justement YouTube et qui ont développé des expertises autour de cette agrégation d'audience. On les appelle ces multi-channel network ou MCN, et il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on parlait du financement tout à l'heure, mais que des financiers privés s'intéressent de plus en plus à ces intervenants. Je prendrai pour exemple le fonds de M. Tchernin, qui était un ancien exécutif de la Fox, qui a investi encore, qui a annoncé cette semaine un investissement important dans l'un de ses réseaux aux États-Unis. Et on voit cette tendance, en tout cas cet intérêt de plus en plus marqué, aussi arriver en France. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une véritable expertise autour en plus de la valeur du contenu, autour de l'agrégation et la fédération de ces audiences. Et pourquoi? Parce que je crois que, en tout cas sur YouTube, l'audience cible, c'est cette fameuse génération C, cette génération connectée. C'est 80% des 18-34 ans qui dorment avec leur téléphone, qui partagent, qui ont peur de ne pas être mis au courant ou de louper un événement, et qui vont référer, qui vont partager avec leurs amis. Il faut savoir qu'aujourd'hui sur YouTube, chaque minute, plus de 700 vidéos YouTube sont partagées sur Twitter. Donc c'est vous dire, c'est quelque chose que nous on facilite, c'est cette ouverture vers une distribution et justement un partage plus important. Aujourd'hui, je crois qu'une vue, en tout cas je crois foncièrement qu'une vue partagée vaut plus qu'une vue ou qu'une impression tout court. On a on donne la possibilité à l'ensemble des partenaires ou des créateurs de créer un espace thématique sur YouTube, qu'on appelle aussi chaîne YouTube. Et aujourd'hui, il y en a plus d'1 million dans le monde qui font l'objet d'un partenariat commercial, où bien évidemment, les revenus publicitaires générés sont partagés avec ce créateur. Dans ce contexte-là, une des initiatives et une des innovations qu'on a voulu apporter, c'est le lancement de ces chaînes YouTube originales. Alors, il y en a à peu près 200 dans le monde, mais c'est vrai, vous l'avez dit, en France, 13, dont 12 qui ont été directement, par l'intermédiaire d'une avance sur recettes futures financée par la plateforme. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 6 mois que nous avons lancé ces chaînes originales. Je crois que, moi j'ai tendance à dire qu'il faut entre 1 an à 2 ans pour vraiment créer cette audience, la fédérer et faire en sorte qu'elle revienne. Donc on est un peu tôt dans le cursus, mais néanmoins il se dégage des tendances. Vous avez peut-être entendu parler de Studio Bagel, qui a encore la semaine dernière en partenariat notamment avec une marque, et on pourra y revenir parce que c'est un exemple très intéressant de ces marques, comme le disait Fabienne, qui veulent bénéficier de cette créativité, de cet engagement, qui s'est associé avec une autre chaîne YouTube, enfin un autre partenaire, notamment sur YouTube, qui s'appelle Golden Moustache, qui ont créé un film qui s'appelle Mission 404, que je vous invite à voir parce qu'il est très marrant, qui a été lancé la semaine dernière et qui a plus de 1,6 million de vues déjà, je crois. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, il y a clairement des partenaires qui se dégagent. Moi, je suis très content de l'initiative. Sur ces 13 chaînes, on peut dire qu'il y a 5-6 chaînes qui s'en sortent très très bien, avec un nombre d'abonnés qui se chiffre en centaines de milliers. Studio Bagel, aujourd'hui, c'est bientôt 600 000, je crois, abonnés. Donc vous voyez, tout ça en bout de 6 mois. Donc c'est vraiment des performances remarquables. Après, en ce qui concerne l'avenir, on y réfléchit. Aujourd'hui, c'est un peu tôt. L'idée aussi, c'est de montrer l'exemple, c'est d'essayer de permettre ou de montrer la voie, comme par exemple Euronews Knowledge, donc du groupe Euronews, qui a lancé sa propre chaîne originale justement sur le partage du savoir il y a maintenant 1 mois et demi ou 2 mois, qui a été annoncé au MIP, et qui a déjà fédéré plus de 60 000 abonnés. Et donc c'est aussi montrer la voie et permettre à ces créateurs de se développer. Je prendrai un autre exemple pour revenir l'aspect argent et investissement. Awesomeness TV, qui a été une des chaînes qui a participé à l'initiative aux États-Unis, donc l'initiative de développement de chaîne originale YouTube, s'est fait racheter récemment par DreamWorks.
pour un investissement non négligeable. Donc vous voyez, c'est tout ça qu'on essaye de faire, c'est de catalyser la création, qu'elle reste sur la plateforme ou qu'elle soit diffusée ailleurs et parte sur d'autres. Peut-être un mot sur la notion d'abonnement, parce que tout à l'heure, quand Fabienne Fourquet évoquait justement les services que Canal déploie pour ses abonnés, on voit, je dirais, la valeur qui est créée. Aujourd'hui sur YouTube, c'est quoi en fait l'avantage en quelque sorte d'être abonné, à la fois du côté de l'utilisateur, et on voit, on publie aujourd'hui une étude sur le rayonnement numérique des 100 plus gros annonceurs, dans lequel on voit quand même que les entreprises ont du mal à fidéliser. Parfois, il y a beaucoup de vues, mais il y a peu d'abonnés. Et puis réciproquement, d'ailleurs, du point de vue de ceux qui sont des éditeurs, c'est quoi l'intérêt et l'avantage d'avoir des abonnés sur YouTube par rapport à simplement d'avoir un grand nombre de vues qui peuvent être monétisées également? Alors d'un point de vue utilisateur, c'est assez simple. Il y a à peu près 2 ans, YouTube a revu son site internet et l'a changé pour justement le structurer sous forme de chaîne avec un guide sur votre gauche qui vous permet de vous abonner, donc encore une fois gratuitement, à des chaînes et qui vous permettra de suivre tout ce qui se passe sur Studio Bagel, sur Euronews, sur BFM, etc., quels que soient les créateurs. Donc chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne, il y a un indicateur, vous verrez apparaître sur votre gauche, qui vous dira, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé sur cet espace thématique YouTube, et vous aurez la possibilité de suivre. Alors aujourd'hui, on continue évidemment avec les 13 chaînes dont on a parlé. Je vous l'ai dit, il est un peu trop tôt pour savoir exactement ce qu'on va faire. On n'est pas tout à fait dans la même logique quand même de celle de la télé, puisque aujourd'hui la plateforme est ouverte. C'est un peu ça le principe aussi, c'est que tout le monde peut venir. Les Norman, Cyprien, Irma, etc., qui sont connus, c'est des gens qui ont décidé d'investir sur la plateforme et qui ont réussi à créer leur audience et qui aujourd'hui sont devenus ce qu'ils sont. C'est pas nous qui sommes allés vers eux. Donc ça reste vrai et c'est très important. Après, il est peut-être intéressant de rajouter en termes d'innovation le pilote que nous avons lancé il y a maintenant 1 mois aux États-Unis sur justement des chaînes payantes qui sont niches essentiellement. Donc il y en a une 50aine qui sont en test aujourd'hui aux États-Unis. Mon espoir évidemment c'est de pouvoir lancer ce pilote à plus grande échelle et de pouvoir offrir cette possibilité à nos partenaires créateurs en France et en Europe très bientôt. Mais donc des nouvelles chaînes ou Aujourd'hui, je n'ai pas d'annonce à faire. Évidemment, nous restons ouverts à des collaborations avec l'ensemble des créateurs. Aujourd'hui, il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas d'annonce particulière. J'espère qu'on pourra signer de nombreux autres partenaires ici et ailleurs d'ailleurs pour continuer à améliorer l'offre sur YouTube. Et un service de SVOD YouTube? Alors ça, c'est ce que je viens de dire, ces fameuses chaînes, 50aine, donc qui ont été lancées. Oui, mais en France, je voulais dire. Alors, j'ai pas le timing en tête. Enfin, il n'a pas été précisé, mais j'espère que ça arrivera dans les 6 prochains mois. En tout cas, celles qui ont été lancées, une partie de celles qui ont été lancées aux États-Unis sont aujourd'hui déjà accessibles en France. Donc ça, il faut le savoir. Encore une fois, c'est le partenaire qui décide en fonction des droits qu'il possède, bien entendu. Mais l'ouverture de ce pilote, j'espère, d'ici la fin d'année, en début d'année prochaine. Peut-être, Laurent, dire un mot de ce que fait aujourd'hui VisiWare et en quoi, là aussi, elle participe à ce courant d'innovation. Oui, bonjour. Donc déjà un mot sur le dispositif qu'on a mis en place, Colloque NPA. Pardon. Donc on avait décidé avec Philippe de s'amuser un peu et puis de prendre quelques risques. Donc on propose une expérimentation. Donc vous êtes tous invités, ceux qui le désirent, à vous connecter sur NPA, colloque-npa.fr pour le premier colloque participatif. Donc vous allez sur ce site et puis vous pouvez utiliser n'importe quel smartphone, PC, Mac, tablette. Et comment ça marche? Alors, en gros, quelque part sur le cloud, là on utilise Amazon, et là on le fait, là, on vous envoie du contenu. Et on vous envoie donc des interactions, on vous envoie les bios par exemple des participants au fur et à mesure qu'ils interviennent. On vous envoie les tableaux, les stats, les rapports dont on parle. On vous envoie des vidéos quand on parle d'un sujet, on illustre avec des images. Et puis surtout, on vous pose des questions, on vous demande ce que vous pensez. Donc vous pouvez consulter tout ça sur le site qui est mentionné derrière moi. C'est une expérimentation parce que chez VisiWare, on est habitué et on a déjà déployé 20 pays dans le monde où on fournit à des centaines de milliers d'utilisateurs en simultané des interactions pour enrichir la télévision. Là, c'est la première fois qu'on le fait au sein d'un colloque avec une centaine
de personnes au même endroit, mais ça a l'air de très bien fonctionner. Je signale également pour tous ceux qui suivent le colloque à distance, qui ne sont pas dans la salle, qui donc peuvent accéder également à ces contenus, et on a rajouté le feed audio des débats, donc bienvenue à tous ceux qui sont en dehors de cette salle. Sur VisiWare, donc VisiWare est une société qui effectivement a démarré dans le domaine de la télévision interactive. Alors, on est devenu leader dans les applications de télévision numérique installées dans les décodeurs, installées dans les télévisions connectées. Alors pour ramener tout de suite ça à sa juste valeur, on est devenu leader mondial, mais c'est un marché qui est resté on va dire, modeste. On a déployé nos applications dans 70 pays. Et principalement, on parle de jeux, de chaînes de jeux, d'applications du type guide des programmes, etc. Donc ça, c'est VisiWare. Puis VisiWare s'est réinventé il y a 2 ans et demi, toujours dans le même domaine, avec les applications de Second Screen. Donc l'application de Second Screen, Fabienne en a parfaitement parlé, il s'agit d'enrichir la télévision avec des contenus. Déjà, c'est un marché qui évolue à une vitesse absolument incroyable. Et donc je suis ravi de vous en parler. Dans le cas de VisiWare, on a déjà déployé 20 pays. Donc 20 chaînes de télévision utilisent notre technologie que l'on appelle le play along pour enrichir leur programme. Alors on a commencé par des jeux de télé. Donc par exemple, vous participez à Qui veut gagner des millions de chez vous, comme si vous étiez sur le plateau. Les questions, les réponses arrivent exactement au même moment. Vous voyez comment vous vous positionnez vis-à-vis de vos amis ou d'inconnus. La question, par exemple, en Angleterre sur ITV, la question, vous savez, le joker qui est l'avis du public, c'est remplacé par l'avis de la nation. Donc le candidat regarde la télé et je ne sais pas, je vais demander l'avis de l'Angleterre. Et puis on fournit en temps réel la donnée en l'occurrence la réponse de l'Angleterre à la question. D'ailleurs, petite anecdote, quand on a lancé le premier live sur ITV avec Qui veut gagner des millions, c'était la première fois dans l'histoire de Qui veut gagner des millions, en 15 ans, que les boîtiers qu'il y avait dans l'audience, qui étaient dans le public sur le plateau, n'ont pas fonctionné, ils sont tombés en panne. Donc le jour où on ne pouvait de toute façon plus avoir l'avis du public, coïncidence de l'histoire, on avait l'avis de la nation. Donc on a commencé par des jeux télé parce que ça faisait sens, parce que les chaînes de télévision comprenaient très rapidement l'intérêt avec des jeux télé. On fait Money Drop dans 17 pays dans le monde, par exemple, l'émission d'Endemol. Millionnaire est une émission de Sony. Et puis on se développe très très vite, particulièrement dans le sport, où on a la chance d'avoir été choisi par la NFL. Donc notre application est déjà dans 25 millions de foyers aux États-Unis, où on fait plein d'émissions pour la NFL. C'est une expérience assez extraordinaire. On pourra en parler un peu plus. Là, je peux vous annoncer, d'ailleurs, on va vous pousser là, on va le pousser tout de suite, une vidéo de présentation, puisqu'on va lancer ESPN aux États-Unis. Donc pendant que vous regardez les matchs, on va enrichir de statistiques. Vous allez voir la vidéo pour ceux qui sont connectés. Donc statistiques, participation, enrichissement, temps réel, vidéo, quiz, trivia, images, enfin c'est assez exceptionnel. Est-ce qu'il y a des différences de comportement? Est-ce que ça joue sur l'audience? Parce que c'est l'impact de la social télé sur l'audience, c'est un vrai sujet pour les chaînes de télé. Et puis qu'est-ce que ça peut générer en termes de monétisation en direct? Alors, au-delà de tous les débats stratégiques dont on parlera tout à l'heure, qui concernent qui va capter ce marché, est-ce que ça va être le moteur Google, est-ce que ça va être l'agrégateur YouTube, est-ce que ça va être la chaîne Canal? Il y a effectivement déjà les premiers retours d'expérience que l'on peut avoir. On a effectivement déjà produit 1200 émissions de Second Screen donc dans ces différents pays. Alors, pénétration, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pénétration et le ratio entre le nombre d'utilisateurs du deuxième écran sur, dans le dénominateur, l'audience totale qui regarde une émission. Donc on arrive à des taux de 12, 13, voire 14%, ce qui commence à devenir considérable. Donc ça veut dire qu'il y a des émissions où on a 500, 600 000 participants en simultané. Ça veut dire beaucoup plus en total sur l'émission. Donc ça, c'est le taux. Donc ce taux varie effectivement, évidemment en fonction de la promotion qui est faite du deuxième écran, de l'intérêt du deuxième écran. Et Fabienne a dit quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'au-delà de tous ces aspects stratégiques, etc., le plus important est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire à quoi ça sert, qu'est-ce que l'on présente, qu'est-ce que l'on veut enrichir, en quoi c'est un complément avec la télévision. Donc là c'est le vrai débat. Mais donc, premier chiffre, on va dire 10% pour faire une moyenne, d'utilisateurs qui suivent l'émission tout au long
avec leur deuxième écran de 10% de l'audience. Deuxième, pour répondre à ta question nouveau rapidement, deuxième donnée, c'est est-ce que ça a un impact sur l'audience? Puisqu'après, on va parler de revenus. Alors, ça a un impact sur l'audience. On a un petit peu de mal encore à le mesurer complètement. On a des chiffres. Je vous les donne pour ce qu'ils valent. Donc, ne les prenez pas vraiment au pied de la lettre. Mais Médiamétrie avait fait une étude l'année dernière et avait comparé les émissions Money Drop que l'on réalisait où il y avait le play along, comparé à celles où il n'y avait pas de dispositif, donc play along, deuxième écran. Et il y avait une augmentation de 30%. Alors, à nouveau, ce chiffre est à prendre avec mesure, mais on peut en tous les cas dire qu'il y a un impact. Deuxième cas, très concret, on a regardé l'évolution ou pas de l'audience de Qui veut gagner des millions avec et sans l'émission pour le même type d'émission, du direct en prime, et on s'est retrouvé avec exactement le même chiffre de 30%. Troisième mesure, qui est beaucoup plus factuelle, c'est que le deuxième écran apporte une vraie loyalty, une vraie fidélisation de l'émission. Et ça, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que les utilisateurs se branchent dès le début de l'émission, en général, enfin, en tous les cas, quel que soit le moment où ils se branchent, ils restent jusqu'à la fin. Et les courbes sont tout à fait spectaculaires, donc ça monte et ça reste extrêmement stable, ça ne descend pas, et ça s'arrête quand l'émission se termine. Louis von Prosdy, sur une autre manière de valoriser les contenus et l'expérience de Fair Play Interactive, le projet de création ou la création de la chaîne MyTrace autour un mélange d'expériences télévision et jukebox en quelque sorte, mais vous en parlerez mieux que moi, je pense. Oui, alors en fait, nous, chez Fair Play Interactive, notre métier, c'est la télévision personnalisée. Donc en fait, on accompagne les chaînes aujourd'hui dans l'évolution d'un métier qui est un métier d'audience vers celui de CRM, où en fait on construit des chaînes qui s'adaptent en temps réel au goût, à l'humeur et aux usages de chaque téléspectateur. Pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, en fait, on passe d'un média de masse à un média sur mesure, où en fait dans l'évolution des usages qui sont aujourd'hui multi-écrans, avec une consommation de la télévision qui est de plus en plus en décalé, en replay ou à la demande, en fait on se rend compte qu'il y a un vrai besoin des téléspectateurs de pouvoir consommer en fait une expérience qui soit personnalisée et en même temps linéaire, mais sans forcément être contraint par les grilles de programmation classiques. Alors on parle de MyTrace, en fait MyTrace, donc, qui est une chaîne musicale, et le premier lancement qui va avoir lieu à la rentrée, en France et à l'international. On ouvre sur plusieurs pays. Il y a également d'autres thématiques en cours, pas avec Trace, mais avec d'autres chaînes. Et on est sur une expérience... De thématiques, ça veut dire autre chose que de la musique? Oui, autre chose que la musique, en fait. Et en l'occurrence il y a un projet sur les documentaires, il y a un projet sur les chaînes pour enfants. Et on travaille également sur un autre sujet qui n'est pas de la thématique, mais qui est sur une chaîne semi-généraliste, où là, on n'est pas dans l'hyper-personnalisation de l'expérience utilisateur, mais on est plutôt dans la construction d'une grille de programme élastique, qui fait qu'en fait, le téléspectateur n'est plus contraint de regarder le programme à l'heure à laquelle il est diffusé précisément, mais lorsque lui se connecte sur le téléviseur, en fait, c'est l'ensemble de la grille qui vient se placer en face du téléspectateur. Et donc, en fait, on recale la grille. C'est du replay relinéarisé. C'est du replay relinéarisé en tenant compte des contraintes éditoriales de la chaîne et des droits disponibles. Et donc, en fait, le téléspectateur ne tombe plus en plein milieu d'un programme. Il tombe systématiquement au début du programme, en collant au maximum à la grille de la chaîne. Pour prolonger un peu sur MyTrace et pour que tout le monde visualise bien entre guillemets le service, c'est quoi? C'est Pandora avec des clips à la place de simplement des fichiers musicaux? Alors, on peut simplifier comme ça, effectivement. C'est du pandora.com, mais en version vidéo, avec toute une gamification qui a été rajoutée par-dessus, donc qui permet en fait de fédérer l'audience et en fait d'intégrer une notion de gamification et de partage sur les réseaux sociaux qui en fait permet de faire connaître mieux le service et d'aider à le monétiser. C'est en fait de la télévision. En fait, c'est une chaîne musicale, sauf que donc évidemment elle s'adapte au goût du téléspectateur. Il a la possibilité de zapper à tout moment au sein de la chaîne. En fonction de son humeur, la chaîne va s'adapter au genre musical ou à une ambiance musicale qu'il aura choisie. On est dans une souplesse assez totale qui est donnée au téléspectateur dans sa consommation musicale. Et comment est-ce qu'on monétise une chaîne musicale personnalisée?
de deux manières. C'est abonnement, parce que j'imagine que comme c'est pas mass média, il n'y a pas de publicité. Alors, en fait, ça se monétise de deux manières. La première, évidemment, par abonnement, sur des modèles à la Spotify, Deezer ou autres, qui aujourd'hui commencent à être assez répandus. Et le deuxième modèle est potentiellement aussi la publicité à terme, avec la possibilité effectivement de cibler cette publicité. Et donc sur certains marchés, il est fort probable que MyTrace ouvre vers une... Alors pas forcément aujourd'hui, mais à terme, on ouvre sur une monétisation publicitaire, voire un mix entre les deux, avec une partie freemium, où en fait il y a un accès gratuit monétisé par la publicité, éventuellement avec un certain nombre de contraintes de service, qui sont débloquées par un abonnement souscrit derrière. Et sur les droits des programmes, parce que j'imagine que construire une expérience interactive, encore une fois, ça nécessite un stock de droits important, donc que ce soit en matière de musique ou documentaire ou programme pour enfants. D'abord, est-ce que c'est vous qui vous en chargez de l'aspect libération des droits ou est-ce que ce sont les partenaires? Non. Et puis, est-ce que ça a été vraiment, je dirais, un gros os ou un gros obstacle à surmonter? Alors, les droits ont été un vrai problème historique. Fairplay existe depuis 2008 et globalement, sur les 3-4 premières années, c'était l'un des obstacles majeurs pour nos partenaires, pour les chaînes avec lesquelles on travaille. Nous, on ne gère pas cette notion de droit, c'est vraiment la chaîne qui gère, elle, son clearing des droits. Nous, on est une plateforme de diffusion mise à disposition des chaînes. Mais sur la notion de droit, effectivement, ça a été complexe au début. Aujourd'hui, les choses se sont un peu simplifiées avec l'évolution des droits, notamment grâce à la catch-up, qui a fait que les contrats entre les producteurs de contenu et les diffuseurs ont évolué et intègrent de mieux en mieux ces notions digitales. Sur la musique, le cas était un peu particulier. Il y avait un vrai blocage des majors jusqu'à l'année dernière. Aujourd'hui, elles sont un peu plus souples parce que les modèles à Deezer et Spotify ont fait évoluer le marché également. Donc aujourd'hui, il y a une possibilité de lancer ce genre de chaîne avec un modèle économique qui soit pérenne. Sur d'autres thématiques, c'est vraiment une question de cas par cas en fonction des chaînes et de la manière dont elle a des accords sur les contenus. Donc sur la jeunesse, des chaînes qui ont des droits étendus sur la jeunesse peuvent monter ce genre de service. Et sur des chaînes semi-généralistes, on travaille plutôt sur les droits de replay. Puisqu'on s'est créé en septembre 2008, qui n'était pas le meilleur moment pour les startups pour aller lever des fonds. Et donc en fait, on a développé la structure en autofinancement depuis le début. Et on avait un autre handicap qui est que l'univers de la télévision, et de l'audiovisuel de manière générale, n'est pas un univers qui intéressait les fonds d'investissement plutôt orientés sur les technologies et sur le web. Et donc il y avait un vrai gap à ce niveau-là. Et donc effectivement, le discours des BPI aujourd'hui et un discours encourageant parce que, aussi bien Fairplay, mais on est un certain nombre d'autres startups dans le même domaine. On a un vrai potentiel, on a des vrais marchés, on génère du chiffre d'affaires, mais on a un problème de financement pour pouvoir se développer beaucoup plus rapidement à l'international. Merci. Et pour terminer ce tour de table, j'ai volontairement laissé Joseph Haddad comme dernier intervenant parce que c'est le seul représentant du hard. Mais NetGem, c'est aussi Vidéo Future. Donc, en tout cas, comment une société qui a dû se créer au milieu des années 90, 96, 97, je dirais, de mémoire, aujourd'hui se positionne dans cette course à l'innovation ou aux nouveaux services et donc à la valorisation soit de contenu, soit de logiciels, soit de terminaux. Oui, bonjour. Oui, NetGem a été créé effectivement en 96. Et je dirais que le postulat de fondation était la révolution Internet, l'impact de la révolution Internet sur la distribution de vidéos et de télévision. Globalement, la première phase de la vie de la société, on va dire jusque ces deux, 3 dernières années, a été menée par cette première révolution que l'on a vue. C'est la phase hard, c'est-à-dire les box. En France, on a été très bien placé puisqu'on l'a vécu assez massivement, puisque le succès des offres de box en France a été tout à fait considérable en termes de pénétration. Et donc cette première phase de développement de la télévision, de la nouvelle télévision, ce que nous appelons un peu, nous, la télévision 1.0, télévision digitale 1.0, que nous avons accompagné d'abord en France et puis très largement à l'international, puisque maintenant nous sommes entre l'Australie et le Mexique et dans une quinzaine de pays européens, a été plutôt un succès et quelque chose de tout à fait satisfaisant pour nous. On rentre depuis 2-3 ans dans une deuxième étape de la révolution de la distribution de la télévision et de la vidéo. C'est ce qui s'appelle en général l'OTT,
over the top, c'est-à-dire un modèle de distribution dans lequel il y a une certaine forme de dissociation entre la distribution du service et la possession du réseau. Finalement, dans la première génération de télévision avec les box, si vous regardez bien globalement l'écosystème, l'économie, l'expérience, les modèles économiques, on est finalement assez proche de l'écosystème, on va dire, du câble. Finalement, c'est du câble sur des réseaux de cuivre, à la fois en termes d'expérience client, en termes de services proposés, en termes de modèles économiques, en termes de régulation. Enfin voilà, on est dans un écosystème finalement connu. C'est simplement des acteurs économiques qui s'appellent les opérateurs télécoms qui ont décidé d'envahir ce territoire parce qu'il n'était pas nécessairement couvert partout, et en particulier en France. Avec la deuxième phase, avec l'OTT, on bouscule complètement, et c'est là que la vraie bousculade, si je puis dire, du modèle de la distribution de vidéos se matérialise, puisque là, on a une dissociation complète entre le fait de distribuer le service et le fait de posséder le réseau. Il n'y a plus de nécessité pour devenir distributeur de services audiovisuels. Il n'est plus besoin d'être opérateur de réseau. N'importe quel acteur économique peut le devenir. Et parallèlement à cet aspect du changement de paradigme des acteurs économiques, il y a un changement dans les expectations, des attentes des consommateurs en termes d'usage, puisqu'on passe d'une box, c'est-à-dire finalement un téléviseur dans un salon, à un modèle de plus en plus cloud, multi-écran, ça a été rappelé par plusieurs des intervenants précédents, c'est-à-dire dans lequel le consommateur finalement s'attend à accéder au contenu à la demande, donc de plus en plus non linéaire, à la demande, au contenu qu'il veut, sur l'écran qu'il veut, à l'instant où il le souhaite. Donc ce passage, on passe donc d'un modèle de box qui est en fait un modèle logiciel, pour être plus clair, comme tous les équipementiers aujourd'hui, c'est essentiellement du logiciel que nous faisons, dans un modèle de cloud, donc de plateforme de services, dans lequel nous devons non seulement effectivement continuer bien sûr à gérer l'expérience sur le grand écran, mais être capable de pouvoir gérer de manière dissociée, simultanée, déconnectée ou non, l'expérience des différents membres de la famille dans différentes pièces, différents moments, ou non liés, qui commence à un endroit, qui finit à un autre endroit, etc. etc. Donc c'est cette évolution qui nous amène du vendeur de box logiciel au vendeur de logiciels plateformes de services dans le cloud. Et c'est un petit peu ces domaines dans lesquels nos investissements d'innovation se sont passés ces dernières années. Alors concrètement, votre filiale Vidéo Futur que vous avez acheté, alors qui historiquement étaient des magasins de location de vidéos, va lancer un service OTT, over the top, une box, dans laquelle, pour un abonnement de, je crois, 10 €, c'est ça, on aura toute la TNT, tout le replay, toute la VOD et toute la SVOD. On a vu quand même que Apple TV et Google TV ont été des expériences, j'allais dire, malheureuses. En quoi est-ce que la vôtre va fonctionner et quelles sont les leçons que vous retenez des échecs d'Apple et de Google TV? Alors, d'abord, peut-être pourquoi. Pourquoi est-ce que nous décidons de faire ça? Une première constatation, c'est que nos clients, de par le monde, ne sont pas des gens de télé. Nos clients de par le monde sont des opérateurs télécoms. Ce sont des gens dont l'ADN est de construire et d'opérer des réseaux télécoms et de fournir des services qui sont des packages de télécommunications. Et la télé, je pense Fabien, vous êtes d'accord avec moi, c'est un métier, ça ne s'invente pas. Et donc beaucoup de nos clients ont déployé des offres de box, ont fait des choses, des succès retentissants dans certains endroits, des déploiements plus hasardeux dans d'autres. Et la particularité du monde de la télévision connectée, puisque que ça s'appelle IPTV, OTT, la particularité c'est que c'est connecté, c'est-à-dire qu'on a une connaissance de l'usage effectif du consommateur qui vient bien au-delà de tout ce que l'industrie du satellite, du câble pouvait avoir, puisque en temps réel, on sait effectivement ce que chaque personne est capable de faire. Donc on a essayé de tirer un certain nombre de ces leçons, et au départ uniquement pour aider nos clients. C'est juste du conseil pour aider nos clients à finalement monter les offres les plus effectives possibles, parce que c'est leur intérêt comme le nôtre, évidemment, que leur service se déploie.
Et progressivement, cette activité de conseil a pris une importance de plus en plus grande. Et nous avons décidé, il y a donc quelques mois, d'aller à l'étape supplémentaire, c'est-à-dire d'agréger l'ensemble de cette expertise à l'intérieur d'un service qui serait exposé directement au grand public français, qui reprendrait un petit peu ce que nous pensions avoir retenu des déploiements que nous avons vus à travers le monde, et symétriquement continuer à enrichir notre expertise et non seulement évidemment trouver notre équilibre de marché dans le marché français, mais au-delà, puisque nous sommes quand même une entreprise essentiellement internationale, nous faisons plus de 75% de notre chiffre d'affaires international, de tirer de ce modèle français une expérience, une expertise, un know-how, un véritable modèle économique end-to-end, avec une expérience client, avec des modèles d'usage, des coûts, etc., que nous soyons capables de, si vous me permettez, franchiser à l'ensemble de nos clients ou prospects de par le monde. Donc voilà globalement la logique, si vous voulez, macroscopique dans laquelle ce projet s'intègre. Alors, fondamentalement, qu'est-ce qu'on a décidé de faire en France ? Globalement, dans à peu près tous les pays dans lesquels nous opérons, le positionnement dans lequel nos clients se placent est un positionnement, en tous les cas ceux qui ont un succès, est un positionnement qui est un positionnement de... On pourrait appeler ça il y a un terme qui est un peu employé maintenant, c'est une sorte de PTV light, c'est-à-dire à côté de l'ultra premium qui est représenté en général par l'opérateur satellite dans la plupart des pays. Souvent, il y a un gap entre l'ultra premium et puis la gratuité absolue, c'est-à-dire on va dire la TNT. Donc vous avez les clients qui payent 0 € par mois, qui regardent la TNT, puis vous avez les clients qui payent, alors des ARPU, je ne sais pas, soit 40 et quelques ou 47 chez Canal, mais c'est le même ordre de grandeur dans la plupart des opérateurs. Et donc, ce que la plupart de nos clients ont constaté, c'est qu'effectivement, il y avait un segment de solvable autour de 10-15 € pour des offres de contenu. Alors ce segment, c'est celui de Netflix aux États-Unis, hein, quelque part, qui se place effectivement à un peu moins de 10 $. Donc c'est le segment dans lequel on constate qu'on peut faire monter des gens qui viennent du gratuit. Alors dans certains cas, c'est du churn, des ultra premium. Mais enfin, on se rend compte que c'est souvent des gens qui payaient 0 qui sont intéressés à payer quelques euros de plus pour une offre un peu plus riche, et un peu plus interactive, un peu plus intéressante en termes de contenu. Et donc, le positionnement que nous avons avec l'offre qui s'apprête à être lancée est un positionnement, effectivement, qui vient directement dans ce cœur de segment, c'est-à-dire une offre à 10 €. Alors, qu'est-ce qui la caractérise, cette offre-là? C'est que là aussi, on a tiré un certain nombre de leçons de ce qu'on a vu à l'étranger, et que nos clients ont constaté, c'est que la demande, l'appétit des consommateurs pour le nombre de chaînes absolues, les centaines de chaînes qui ont été pendant très longtemps l'apanage de la télévision numérique, en fait, diminue considérablement. Il n'y a plus une attente en centaines de chaînes. L'audience cumulée des chaînes au-delà du numéro 100 est extrêmement faible. Et c'est d'ailleurs, ça s'explique, à mon avis, de manière extrêmement simple, et je crois que votre présence ici le met, c'est que finalement, lorsqu'on cherche du thématique, ce qui est en général l'apanage des chaînes, on est largement aujourd'hui servi par YouTube, Dailymotion, et surtout les écrans. Et donc, la demande télévisuelle d'un nombre de chaînes importantes a été réduite. Donc, on a reconcentré l'offre sur les marques très fortes, et donc on a limité, ça va jusqu'à, au niveau expérience, à ne mettre que deux chiffres dans le changement de chaîne. On ne peut pas aller jusqu'à 999, mais seulement jusqu'à 99 là-dessus. Donc, concentration sur les marques fortes audiovisuelles du pays. Un investissement important sur la consommation non linéaire. Évidemment, ce qui aujourd'hui caractérise les gens, c'est pas d'avoir 300 chaînes, c'est de pouvoir aller voir quand on veut. Donc voilà. Donc c'est ça un petit peu le cœur de notre positionnement. Et c'est disponible aujourd'hui en France? Pour le moment, uniquement à travers les magasins du réseau Vidéo Futur. Et à partir de la rentrée, ce sera disponible sur le site. Merci beaucoup. Nous avons tenu le timing. Il me reste à remercier tous les participants de cette table ronde.